Bonjour à tous. Juste pour vérifier, on a le son. Allô, allô, un, deux, vous m'entendez? On t'entend, Franck. On Ok. t'entend, Franck. Donc, bonjour à tout le monde. On va démarrer le webinaire. Donc, juste quelques recommandations avant de commencer. Merci déjà à tous ceux qui sont présents pour les échanges que nous allons avoir. Donc, c'est un webinaire qui va durer à peu près 1 heure avec 45 minutes de présentation. Ensuite, on aura 15 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à poser les questions dans l'onglet questions en bas à droite de l'écran. Et pour une connexion optimale, on a Google Chrome qu'on recommande. Bon, après, toutes les configurations fonctionnent, donc c'est l'essentiel. Donc, je commence par présenter donc l'équipe qui m'a fait le plaisir en fait de nous rejoindre et qui a vraiment accepté avec beaucoup de volonté de partage d'échanger autour du thème de la cybersécurité, des enjeux et des perspectives. Donc moi je suis Reda Benjeloun. Je suis le directeur du programme MBA Entrepreneuriat et Innovation au sein de l'IFG. C'est un programme qui est destiné à accompagner les entrepreneurs autour de la disruption technologique et donc dans un monde qui change à une grande vitesse, analyser en fait les différentes expertises sous ce prisme-là. Et donc, je suis aussi évidemment le CEO de Hightech qui évolue dans le domaine des nouvelles technologies. On a la chance d'avoir avec nous Bertrand Trastour, qui m'a fait aussi le plaisir d'accepter immédiatement de venir partager avec vous son expertise. C'est le directeur général de Kaspersky. Donc, il évolue et il pilote le marché français, le marché de l'Afrique du Nord, mais aussi le marché de toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, il va pouvoir un peu échanger avec nous sur cette perspective. C'est un expert reconnu dans le domaine de la cyber et il maîtrise aussi l'écosystème africain. On a également Franck, qui est non seulement un ami, mais quelqu'un aussi qui fait le maximum pour travailler autour de cette dynamique-là de la cyber. C'est le fondateur de la CAF, donc le Cyber Africa Forum, où justement il réunit tous les experts mondiaux de la cybersécurité et essaye de montrer un peu justement toutes les perspectives, les enjeux, les défis autour de la cybersécurité. Donc, lui aussi, il sera avec nous aujourd'hui. Et enfin, on a Jason Vollerin, également donc un expert dans le domaine de la cyber, qui est le directeur général de Varonis. Donc, il évolue sur la France, la Suisse, le Luxembourg et l'Afrique. Donc, voilà un tout petit peu les 4 personnes qui vont échanger. Aujourd'hui, ce que vous pouvez vous attendre à avoir, c'est vraiment une vue panoramique de la cyber au niveau macro. On rentrera un tout petit peu dans le détail, mais le but vraiment, c'est d'échanger, de partager. La cybersécurité est un enjeu majeur pour les entrepreneurs. Donc, on peut évidemment l'analyser sous 2 angles. L'angle de l'entrepreneuriat en tant que tel, c'est-à-dire ceux qui vont investir dans le domaine de la cybersécurité, mais aussi ceux qui sont entrepreneurs et qui font face aux risques liés à la cybersécurité. Et donc, l'intérêt de ce webinaire, c'est vraiment d'adresser la problématique sous ces 2 angles et d'avoir l'opportunité d'échanger avec des personnes qui sont vraiment dans le domaine. Donc, ce n'est pas un webinaire technique à proprement parler, c'est vraiment plus pour parler des enjeux et des perspectives. On espère que ça sera très dynamique. On veut le maximum de questions. C'est vrai que le temps est réduit, mais on va partager au maximum qu'on peut et avec le plaisir qu'on a à transmettre le savoir pour aider les uns et les autres à créer de la valeur pour un monde plus sûr. Moi, je vais prendre quelques minutes, je vais brosser quelques chiffres. Je suis quelqu'un très data et en fait, ça va vraiment mettre les pieds dans le plat et je vais laisser mes 3 amis et collègues rebondir dessus et analyser selon leur expertise. Très rapidement, en fait, sur l'importance stratégique et l'impact des cyberattaques, moi, je prends une petite citation de Warren Buffett. Il dit « Il faut 20 ans pour bâtir une réputation et 5 minutes pour l'anéantir. » Et si, en fait, vous gardez ça en tête, vous penserez et vous agirez différemment.
Je trouve que cette citation traduit bien les enjeux vitaux de l'e-réputation. Et là, en fait, en matière d'importance stratégique, j'ai pris quelques consolidations de chiffres. Sur une dernière étude publiée par Cisco l'année dernière, ils ont fait une étude sur un échantillon et 71% des consommateurs privilégient les entreprises qui ont une bonne réputation. Et ce même chiffre était à 26% en 2010. Donc, ça amène chacun d'entre nous à comprendre, si on n'a pas ça à l'esprit, que la cybersécurité, quand bien même on n'est pas directement dans l'industrie, elle impacte en fait le business qu'on développe et la valeur que l'on crée. 60% des petites entreprises font faillite dans les 6 mois qui suivent une cyberattaque. Donc ça, c'est le National Cybersecurity Institute. C'est extrêmement intéressant comme data. Pas plus tard que hier, j'ai appris qu'un de nos partenaires a subi une cyberattaque donc à Abidjan. C'est une petite PME et elle est dans toutes les difficultés à l'heure actuelle parce qu'elle a perdu toutes ses données. Donc, elle a été fichée. Ça veut dire quoi fiché? C'est-à-dire qu'ils ont reçu un mail, ils ont été hameçonnés et en fait, les hackers ont crypté l'ensemble des données. Mais il a perdu sa comptabilité, il a perdu sa gestion commerciale, il ne sait plus qui lui doit de l'argent, qui a payé. Donc, imaginez un peu la situation dans laquelle elle est. 60% des entreprises petites et moyennes qui n'avaient pas un véritable plan, elles font faillite. Donc, c'est pour vraiment attirer votre attention sur ça. Et ce chiffre, il est consultable dans l'étude. Donc, le RGPD, ça aussi, on pourra en parler, c'est vraiment tout ce qui est lié à la protection des données. Ce n'est pas encore valable en Afrique parce qu'ils sont en train de travailler dessus, mais ils bossent dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, aujourd'hui, où c'est appliqué, il peut y avoir des amendes à hauteur de 4% du chiffre d'affaires. Il y a des chiffres aussi sur l'impact des cyberattaques qui est intéressant. Le coût moyen dans le monde d'une cyberattaque, c'est 4,45 millions de dollars. C'était 3,86 l'année dernière. Et 65% des consommateurs perdent confiance dans une entreprise après une violation de données. D'accord? Et ça, c'est pareil, KPMG. Donc, les chiffres que je partage ne sont pas sortis d'un chapeau. Ce sont des études. Alors, ça vaut ce que ça vaut. On peut avoir des pourcentages qui sont différents. Certains diront 65, certains diront 55. Mais ça donne le trend et ça donne aussi l'importance du sujet dont on est en train de traiter. Donc, encore une fois, pour les profanes et pour les gens qui regardent ça de loin, la cybersécurité, on n'est pas simplement en train de parler d'installer un antivirus, quel qu'il soit, et de protéger. Aujourd'hui, l'impact, il est beaucoup plus important. Et dans un monde de plus en plus connecté, les enjeux sont aussi de plus en plus importants. Sur la culture de la sécurité, 80% des violations de données sont causées par des erreurs humaines. Ça aussi, c'est intéressant et on en parlera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est la formation qui permettrait d'améliorer drastiquement en fait, le risque auquel on met son entreprise. Les entreprises qui sensibilisent leurs employés réduisent le risque de cyberattaque de 70%. Ça aussi, c'est une autre étude. 77% des organisations n'ont pas de plan de réponse aux cyberincidents. Et d'ailleurs, moi, je demande à l'audience, aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que réellement, assis dans votre chaise aujourd'hui en train d'écouter ce qu'on est en train d'échanger, est-ce que si vous étiez victime d'une cyberattaque, d'un phishing ou d'une quelconque attaque aujourd'hui, est-ce que vous avez réellement un plan? Est-ce que vous avez travaillé sur un plan? Les audits réguliers peuvent réduire les risques de sécurité de 20%. 56% des entreprises utilisent des logiciels obsolètes ou non corrigés. Et les entreprises qui mettent à jour régulièrement leur système réduisent le risque d'attaque de 30%. Donc là encore, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises, et ça va même très loin parce qu'on peut rentrer dans les institutions et les gouvernements qui ont effectivement même des systèmes, mais les systèmes ne sont pas à jour parce que ce n'est pas le tout aujourd'hui d'avoir installé un système. Il faut l'auditer, il faut l'entretenir, il faut le mettre à jour parce que la cybersécurité, c'est une industrie qui évolue de manière exponentielle. C'est très, très rapide. Les hackers, ils changent en fait et ils s'adaptent au quotidien. C'est une industrie et Bertrand, dans sa présentation, il va parler un peu de ces chiffres-là. Et c'est important, encore une fois, en tant qu'entrepreneur, en tant que gouvernement, en tant qu'institution, de voir et de comprendre que les risques sont extrêmement violents. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on est attaqué et qu'on est victime, c'est déjà trop tard. Maintenant, là, j'ai parlé des risques. Regardons les opportunités qu'il y a dans le domaine de la
de la cybersécurité. Et ça sera ma dernière slide à moi. Donc déjà, c'est un marché en croissance. Donc sur Statista, on est à un marché de 248 milliards de dollars en 2023. Bertrand a des chiffres un tout petit peu différents, mais encore une fois, ce sont des trends. Donc en fonction de l'endroit où on va, en fonction de ce qu'ils prennent en compte. Mais quoi qu'il en soit, c'est un marché extrêmement porteur. C'est un marché de 200 milliards de dollars environ. Et il y a une croissance à 2 digits d'année en année. Je crois que les derniers trends, c'est autour de 15%. Un autre chiffre aussi qui est intéressant, c'est que le taux de chômage dans le secteur de la cybersécurité est quasi nul. Alors, j'exagère, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le marché est tellement en croissance que ceux qui se forment et qui investissent dans ce domaine-là ont vraiment un ratio très important en fait d'employabilité. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres domaines, d'accord? Et donc, à une ère où il y a beaucoup de disruptions technologiques, on a parlé de l'IA, de la blockchain, de l'IoT, etc., la cybersécurité est aussi un des piliers de cette révolution numérique qui est en cours. 68% des entreprises estiment que le risque lié à la cybersécurité augmente. Ça, c'est une étude d'Accenture. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que ça offre énormément d'opportunités. Parce que si 68% des entreprises estiment que c'est important et que ça augmente, ça veut dire qu'ils sont demandeurs. 38% seulement des entreprises mondiales sont prêtes à gérer une attaque sophistiquée. Ça, c'est EY qui a fait cette étude. Donc, encore une fois, les grandes entreprises dans le monde, donc imaginez en Afrique ou dans d'autres secteurs, seulement 38% sont préparés à ces attaques-là. D'accord ? 75% des CEO prévoient d'augmenter les dépenses en matière de cybersécurité. Ça, c'est Fortune qui a fait un article dessus. C'est extrêmement intéressant également parce que vous voyez, là, je suis en train de parler des opportunités business. Et enfin, moi qui suis j'apprécie énormément tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle. Sachez que dans ces 248 milliards de dollars dont on parle, il y a à peu près 50 milliards qui sera lié à l'intelligence artificielle. Donc, il va y avoir aussi l'intelligence artificielle X, la cybersécurité, et donc à hauteur de 50 milliards. Donc là, j'ai brossé très rapidement un panorama de tout ce qui se passe autour des risques et opportunités de la cybersécurité, et je laisse la parole maintenant à Bertrand, qui va maintenant analyser les choses sous le prisme en fait du leadership qu'il a dans le domaine. Donc Bertrand, c'est à toi. Merci Reda, bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai un petit problème, vous m'en excuserez, de caméra. Je n'arrive absolument pas à activer ma visio. Donc vous vous contenterez de ma parole. Alors d'abord, quelques tendances du marché cybersécurité, ça va aller un peu dans le sens de ce qu'exprimait Reda. Nous sommes face à un marché qui est extrêmement dynamique. Alors les chiffres sont un peu différents, mais ce que l'on voit, c'est un trend qui est de plus de 11% par an. Sur un marché qui aujourd'hui pèse environ 200 milliards de dollars et qui devrait à l'horizon 2028 être aux alentours de 320 milliards de dollars. Donc on est sur une dynamique extrêmement forte. On est après sur des dynamiques de croissance par région. Alors que je nuancerais, parce que là ça vient d'une étude qui a été faite par Mordor Intelligence. On voit bien qu'il y a des secteurs qui sont des continents qui sont relativement déjà mature, avec des croissances assez fortes, je pense aux États-Unis, ou du moins le continent nord-américain, l'Europe. L'Asie est extrêmement dynamique. Je ne suis pas forcément d'accord avec justement ce qui est exprimé sur la croissance un peu basse qu'ils expriment dans ce graphique sur la partie Afrique. Nous, ce que l'on voit chez Kaspersky, c'est des dynamiques aussi bien sur l'Afrique de l'Ouest, mais également avec mes confrères qui travaillent sur l'Afrique de l'Est et sur Meta. On voit des dynamiques qui sont à 2 digits, qui sont extrêmement importantes et surtout qui accompagnent une structuration du marché, une structuration au niveau des régulations, une structuration économique. Et là, on est vraiment, de mon point de vue, on est sur des tendances qui ne sont pas basses en termes de croissance, mais plutôt moyennes, avec des dynamismes assez disparates. Mais je crois que Francky va revenir dessus, fonction de la maturité des pays, économique, réglementaire, etc. Donc ça, c'est déjà pour voir une overview générale. Après, si on passe au slide suivant, c'est juste parce que Kaspersky est une société qui a été fondée il y a maintenant 25 ans par Eugène Kaspersky. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en 1994, on voyait à peu près un nouveau virus, je dis bien virus, par heure. 2006, nous étions à un virus par minute. En 2011, nous étions à la seconde.
Et aujourd'hui, nous voyons à peu près 420 000 nouvelles menaces uniques par jour. 420 000 menaces uniques par jour. Je dis menaces et je ne dis plus virus. Pourquoi? Parce que les modus operandi des attaquants ont changé, parce qu'aujourd'hui, on est sur une utilisation qui n'est plus simplement du PC, mais également de l'Internet, etc. Donc, c'est des adresses malveillantes, c'est des sites qui sont usurpés, c'est bien sûr du ransomware, hein, des outils malveillants. Donc, quand je parle de new sample, c'est pas seulement un virus, ce sont des objets malveillants et c'est ce que l'on voit tous les jours dans nos data centers. Donc, l'évolution de la menace, ce que vous voyez, c'est elle est en pleine inflation et ça va continuer. C'est pas une bonne nouvelle, je suis désolé, vous allez avoir un niveau de paranoïa qui va quelque peu augmenter à la fin de ma présentation, mais on est face à une inflation du nombre de menaces, des attaquants de plus en plus motivés à venir casser un système d'information, à préempter de la donnée, à vous rançonner, parce qu'il y a un appât du gain qui est évident. Slide suivant, s'il te plaît. Alors justement, par rapport à ces motivations, la segmentation de la menace. 80% des menaces que l'on voit sont d'abord liées au crime. Donc on est sur un intérêt qui est purement opportuniste et financier. C'est le cas le plus simple, le plus évident dont on entend parler depuis plusieurs années, c'est le ransomware. C'est de rentrer sur votre système d'information, de le chiffrer et de vous dire, voilà, vous voulez récupérer vos données, votre système d'information, retrouver une capacité à opérer normalement, eh bien, vous allez nous payer X centaines, millions de dollars ou d'euros pour retrouver votre système d'information. Donc là, on est sur une motivation principalement criminelle. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution où on va passer quasiment à 20% des attaques qui sont aujourd'hui ciblées. C'est-à-dire que là, on est sur des organisations qui vont cibler une organisation privée, un gouvernement, peu importe, en disant, voilà, je veux absolument rentrer dans le système d'information de cette entreprise parce que, par exemple, je veux y faire un vol de propriété intellectuelle. Parce que je sais qu'il y a de la recherche et développement, parce que je sais qu'ils sont en train de conquérir des marchés, parce que on est sur un gouvernement qui va essayer de travailler sur une nouvelle réglementation, etc., etc. Donc les motivations sont très diverses, mais là on va avoir des actions qui sont faites de façon ciblée pour rentrer dans le système d'information et extraire de la donnée. Et puis enfin, le 0,01%, c'est ce qu'on appelle les attaques persistantes, qui sont là plutôt liées au gouvernement. On est plutôt sur des actions interétatiques, sur des actions qui sont extrêmement onéreuses à monter et qui là sont, quand on dit qu'elles sont persistantes, c'est-à-dire que quand on les découvre, cela fait parfois 6 mois, 12 mois, 18 mois que le ver est dans le fruit et qu'il se propage au sein du système d'information. Donc, segmentation de la menace, ce qu'il faut bien voir, c'est 80% aujourd'hui, elle est motivée essentiellement par l'argent et 20%, c'est également pour un aspect compétitif, capter de l'information, capter de la propriété intellectuelle. Slide suivante. Alors, là, je parlais du système d'information, on va dire classique. Nous sommes dans des économies où les usines, alors j'ai mis volontairement une raffinerie, il y a en dessous des chaînes de production. Ces chaînes de production sont de plus en plus automatisées. Elles sont de plus en plus interconnectées au système d'information existant, le système de gestion, et donc, par conséquent, sont capables, ou du moins peuvent être atteintes par une attaque. L'image qui est en haut à droite, c'est la Smart City. Parce que là, on a l'IoT qui est en train de débarquer également au sein de nos entreprises, des buildings qui sont connectés, qui vont être connectés. On va piloter de plus en plus de choses par le biais de systèmes qui sont connectés entre eux. Et donc, la surface d'attaque, la capacité pour les attaquants à aller capter de la donnée ou détruire un système d'information est encore plus grande. C'est aussi d'exploiter, par exemple en IoT, des caméras de vidéosurveillance, de pouvoir les exploiter comme il y a eu le cas il y a quelques années, où un attaquant a exploité des caméras en Chine, je crois, de mémoire, pour faire une attaque par en DDoS, donc c'est-à-dire par un flux de données extrêmement important, pour faire tomber tout un tas de sites Internet et entre autres de streaming sur la côte ouest des États-Unis. Donc aujourd'hui, au-delà du système d'information, je dirais, de PC, de serveurs, donc ce qui fait vivre votre entreprise au quotidien, ce qu'il faut bien voir, c'est que
les chaînes de production, l'outil industriel peut être handicapé, voire détruit par une attaque informatique. Je donnerai juste un exemple très chiffré. Il y a quelques années, un très grand groupe français qui s'appelle Saint-Gobain, que vous connaissez certainement tous, Saint-Gobain a vécu une attaque massive qui a vu la paralysie complète du système d'information et des usines au niveau du groupe pendant plusieurs mois. Le coût total, c'est ressorti, c'est public, hein, le coût total de cette attaque a été estimé par Saint-Gobain à 395 millions d'euros. C'est pour vous donner un peu la dimension des coûts. Donc, pensez aussi à l'après, au-delà du système d'information, c'est tous ces outils, toutes ces nouvelles technologies, toute cette IoT qui va se rajouter autour du système d'information est potentiellement vulnérable, et particulièrement avec l'arrivée de la 5G. Donc, ça, ce sont les aspects. D'un point de vue maintenant, impact macroéconomique et cybercriminalité, le slide suivant. Pour vous donner quelques métriques. Le trafic de drogue, alors c'est une estimation qui a été faite, c'est compliqué, hein, c'est le Global Financial Integrity 2017. On estime que le trafic de drogue, c'est entre 426 et 652 milliards de dollars de revenus pour les trafiquants. La vente de contrefaçon, c'est 460 milliards. Mais j'ai un petit souci, je suis à vous tout de suite. Excusez-moi, hop. Mais la cybercriminalité, c'est un gain d'environ 500 à 800 milliards de dollars pour les attaquants, et l'impact économique qui a été évalué dans un rapport parlementaire français en juin 2021, c'est au niveau mondial, c'est 6 000 milliards de dollars. C'est des chiffres qui donnent le vertige. Ça donne le vertige parce que nous nous retrouvons face à des mafias, nous nous retrouvons face à des acteurs malveillants dont la motivation, comme je disais tout à l'heure, c'est l'argent et dont l'impact économique est absolument énorme sur toutes les plaques géographiques du globe. Donc l'enjeu est de taille. Alors, je vous ai mis quelques chiffres là, je pense que cette présentation sera partagée, je ne vais pas tous les détailler, Reda en a donné déjà un certain nombre, mais que l'on soit PME, que l'on soit ETI, que l'on soit un très grand compte, que l'on soit également une organisation publique, on est tous confrontés à des attaques qui vont avoir des coûts. Et très souvent, et trop souvent, les entreprises sous-estiment les coûts qui vont résulter de ces attaques. Je donne simplement aussi un autre exemple, il n'apparaît pas là, mais par exemple, une utilisation inappropriée d'une ressource informatique par un salarié. Donc, il a son PC, il va l'utiliser à titre personnel ou le confier à ses enfants pour jouer. Il faut savoir que ça peut avoir un impact économique pour une PME de 60 à 70 000 euros, pour un grand compte à plus d'1,5 million d'euros. La perte matérielle d'un support contenant des données confidentielles est estimée entre 71 000 euros et 1 million d'euros. Donc, c'est des pertes financières immédiates, avec des conséquences immédiates sur la vie d'une entreprise et qu'il ne faut absolument pas négliger. Alors, que doivent faire les organisations? Ce sera mon dernier slide. C'est peut-être le plus important. La première des choses, la cybersécurité, ce n'est pas seulement un empilement de technologies. Trop souvent, j'entends dire l'humain est le maillon faible. Je suis contre cette idée. L'humain, les employés doivent être le premier maillon fort de la chaîne de sécurité. Ils doivent être formés, ils doivent être entraînés aux risques cyber à différents échelons de l'entreprise pour être en mesure de répondre à ces enjeux d'utilisation de l'outil informatique. Donc la première rempart, c'est les employés. Le deuxième, bien évidemment, c'est de mettre des solutions technologiques qui vont répondre aux enjeux business de l'entreprise. Qu'est-ce que je dois procéder? Qu'est-ce que je dois protéger? En quoi mon business est-il exposé? Comment je vais le protéger avec des outils qui correspondent à la menace que peut subir mon business? Donc, comment je vais piloter cette cybersécurité? On a tout un tas d'outils. Je ne rentrerai pas dans les acronymes un peu barbares qui apparaissent là, mais en tout cas, on est capable de le faire. Ensuite, c'est du management de la cybersécurité, c'est-à-dire comment on fait régulièrement des audits, de l'audit de vulnérabilité, du test de pénétration, de classer également l'information ou la sensibilité de l'information. Et ça, c'est de l'organisation, et ça va aboutir sur le dernier point qui est lié à la gouvernance. Et la gouvernance est quelque chose d'absolument essentiel.
on peut mettre en place toutes les briques de sécurité que l'on veut. Si la direction générale d'une entreprise et les hauts cadres de l'entreprise n'ont pas pris en considération les enjeux business versus la cybersécurité et qu'ils ne mettent pas en place une gouvernance adaptée, qui est également en corrélation avec les lois et les régulations qui ont lieu dans les pays où ils sont hébergés, alors vous pourrez empiler toutes les couches technologiques, vous obtiendrez un résultat relativement moyen en matière de protection cyber. Et j'ajoute que sur la partie régulation et loi, je terminerai là-dessus, ce que l'on voit à l'heure actuelle en Afrique est extrêmement important et extrêmement intéressant. On voit une structuration très forte de tout un tas de pays qui créent leurs agences nationales de cybersécurité. Et ça, c'est un signe qui est extrêmement fort, extrêmement encourageant, extrêmement positif. Merci de m'avoir laissé m'exprimer ce matin. Merci infiniment, franchement, ultra intéressant. Et voilà, donc tu vois, on va faire la transition. Je suppose que l'audience aura pas mal de questions. Donc maintenant, on va passer à Jason, qui lui va rentrer en fait dans tout ce qui est justement la protection des données et la protection de l'entreprise. Et c'est très intéressant parce que vous voyez, il y a une logique en fait dans ce qu'on essaye de partager avec vous ce matin. Donc Jason, maintenant c'est à toi un peu donc de rentrer dans le niveau de détail. Merci Reda et bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien tout d'abord? Oui, on t'entend parfaitement. Impeccable. Alors aujourd'hui, en effet, on en a parlé un petit peu avant. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que la donnée, elle est plus précieuse que jamais, mais aussi beaucoup plus vulnérable pour beaucoup de raisons. Et Reda, Bertrand, vous en avez évoqué bon nombre d'entre elles. Plus globalement, la protection des données, on s'aperçoit que ça devient une préoccupation majeure pour toutes les entreprises, mais également pour toutes les organisations, pour tous les individus. Et in fine, les enjeux sont nombreux. Le premier enjeu qu'on constate, c'est l'explosion des données, qui est finalement qu'on constate pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'en 2023, au-delà du chiffre d'une croissance de données estimée à une vingtaine de % par an, actuellement peut-être approximativement 23%, les données, elles sont stockées un petit peu partout. On a de plus en plus de stratégies de move to cloud. Il y a tout ce qui va concerner les stratégies liées à l'IoT notamment. Donc la donnée, elle va se propager sur tout un système d'information. Elle grossit et elle va grossir de manière exponentielle avec la prolifération de l'intelligence artificielle. Quand on parle de ChatGPT, de Copilot et de toutes ces IA génératives. Et donc ça, c'est vraiment le premier constat pour planter un petit peu le drapeau. Ensuite, l'un des enjeux qu'on constate, c'est évidemment un enjeu de performance économique. On a besoin de gagner en productivité opérationnelle, on a besoin d'avoir accès à l'information de n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment. Et ça, c'est un enjeu qu'on retrouve qui est assez fort chez tous nos clients et dans toutes les organisations mondiales. Bien évidemment, en 2023, quand on fait du business, qu'on soit en B2B, en B2C, on a envie de mieux connaître ses clients et donc tout le parcours autour de la donnée et la connaissance de cette donnée, c'est quelque chose qui devient clé. Enfin, comment éluder les enjeux de collaboration avec des tiers de confiance, encore une fois, que ce soit des partenaires, que ce soit des clients finaux, que ce soit des sous-traitants. Ces mécanismes de collaboration engendrent de plus en plus à la fois de création de contenu, de création de données, mais bien évidemment aussi de risques. Et donc, dans tout ça, les enjeux, finalement, on ne peut pas éluder l'enjeu de sécurité et l'enjeu de protection lié à l'information. Sans revenir sur la data que Reda, tu donnais, qui est tout à fait exacte, qui est la data concernant le coût moyen d'une data breach qui est de 4,5 millions, on s'aperçoit aujourd'hui que, pour le coup, l'importance du risque sécuritaire quand il s'agit de la protection des données, c'est finalement lié au fait que n'importe quelle cyberattaque ne vise pas uniquement à compromettre un système d'information pour le fun. L'objectif, c'est d'aller finalement récupérer de la donnée, d'aller la monétiser, et c'est aujourd'hui ce qui se vend très très bien sur le dark web. Et puis, on observe également des croissances et des recrudescences d'attaques par supply chain parce que aujourd'hui, tous les systèmes sont de plus en plus interconnectés. Et des enjeux évidemment de protection de la propriété intellectuelle, et Bertrand en parlait justement. Enfin, lié à tout ça dans les enjeux, on retrouve évidemment les conformités qui s'étoffent d'année en année, qu'on parle de RGPD, qu'on parle de référentiels normatifs autour de l'ISO, qu'on parle de réglementation bancaire autour du PCI DSS.
NIS V2 notamment, etc., etc., etc. Enfin, s'il n'y a plus de confiance dans le business, le business, et encore une fois, Bertrand l'a dit justement, le business va décroître. Et donc, l'importance de protéger son image de marque et sa marque employeur devient et est devenue un fondamental. Je te laisse passer à la suite, Reda, s'il te plaît. Donc, finalement, derrière tout ça, les bénéfices d'une stratégie efficace, quand il s'agit de la protection des données, on peut en retrouver, on peut regrouper 4 piliers importants. Le premier, c'est une maîtrise des coûts et également une réduction du risque financier, parce que si on est mieux protégé, on réduit finalement la capacité et la possibilité d'être victime d'une cyberattaque, qui a les coûts qui ont été présentés juste avant. On voit aussi aujourd'hui, je dirais, la croissance des polices de cyberassurance qui visent à mieux protéger le risque financier en entreprise. Et donc, si on s'équipe, si on est prêt, si humainement on forme les équipes et les employés, pour le coup, on va aussi pouvoir être en capacité de pouvoir réduire ces risques-là et également, du coup, réduire cet impact financier. Et puis, encore une fois, dans des cas d'incident, même si on est bien protégé, on s'aperçoit que si on est bien protégé, les attaques sont souvent mieux contenues. Enfin, dans les bénéfices qu'on va pouvoir également retrouver, il y a évidemment une amélioration de la réactivité face aux menaces. Quand il y a quelques années, il fallait plus de 60 jours pour aller détecter une menace sur un système d'information. Aujourd'hui, d'après les dernières études publiées par Wavestone, on est plutôt à peine une toute petite dizaine de jours. Donc, on détecte des incidents cyber beaucoup plus rapidement et donc automatiquement, on améliore sa posture sécurité. Tout ça, ça passe évidemment par une réduction de la surface d'attaque, par une réduction et une priorisation des risques, par des accès mieux maîtrisés et par évidemment une réduction du rayon d'exposition sur un système d'information. Et puis enfin, le bénéfice évident, c'est évidemment de pouvoir améliorer la protection de la réputation, la protection de l'image de marque et puis la confiance des clients, des partenaires et j'aurais pu évidemment ajouter des collaborateurs internes. Je voulais vous partager un constat qu'on a pu dresser dans le cadre d'une entreprise plutôt régulée dans le secteur assurantiel d'un petit peu plus de 20 000 employés. Et quand on a fait ce constat-là, à travers une analyse de risque qu'on a menée chez ce client, avant de parler d'outillage, finalement, quand il s'agit de la protection des données, on a constaté que dès la mise en place d'un système d'audit pour travailler sur une analyse de la posture sécurité et sur une analyse des données, on s'est aperçu que plus d'une donnée sur 3 en entreprise était ouverte à n'importe quel collaborateur. D'un point de vue risque cyber, c'est juste démentiel, c'est juste énorme, pour une raison qui est simple. Si on compromet le compte d'un stagiaire à un exécutif, on a accès à cette donnée-là, et donc imaginez l'impact aujourd'hui d'une cyberattaque type ransomware. On s'est aperçu évidemment qu'on aurait pu penser que les données sensibles étaient les mieux protégées, que ces données sensibles étaient accessibles uniquement aux bonnes personnes. Et puis finalement, en faisant cette étude, cette analyse, on s'est aperçu que plus de 40%, en l'occurrence 43% des données sensibles d'une entreprise étaient ouvertes à n'importe quelle personne. Donc en l'occurrence, dans cette entreprise-là, de 20 000 collaborateurs, 20 000 collaborateurs avaient réellement accès au quotidien à plus de 40% des informations sensibles de l'entreprise. Des données RH, des données du COMEX, des données financières, des données personnelles. Et donc là, pour le coup, on est en totale rupture avec le RGPD notamment, mais pas que, tout ce qui va être autour des fondements d'une stratégie cybersécurité efficace. Et tout ça sur un volume d'informations qui reste conséquent. Pour vous donner quelques chiffres, on parle d'une centaine de téraoctets de données. Donc, ça représente un volume qui est conséquent à suivre. Et dans la réalité, c'est près de 80 millions de fichiers bureautiques. Donc, tous les fichiers que vous consommez au quotidien, Word, PDF, Excel, PowerPoint, etc., etc. Et puis, on s'aperçoit qu'on est en capacité de constater d'autres risques. Les risques liés à l'identité, comment s'assurer des bons process d'onboarding, d'offboarding quand on a des collaborateurs qui rentrent, qui sortent ou qui changent d'activité au fur et à mesure d'une carrière. Et donc là, ces process-là ne sont pas toujours les mieux maîtrisés en entreprise. Ils représentent un risque. Ils représentent un risque de compromission. Ils représentent un risque d'élévation également de privilèges au sein d'un système d'information. Et donc, les indicateurs que vous voyez, l'idée, ce n'est pas de tous les balayer aujourd'hui, mais en tout cas, c'est des risques qu'on peut identifier très rapidement. Pas que à travers une solution comme celle de Varonis, mais aujourd'hui, c'est ce qui va finalement
vous permettre de vous projeter dans l'état de l'art d'une posture sécurité sur un diagnostic qui est à un niveau 0, c'est-à-dire qui est vraiment au moment où on commence à se poser sur ces indicateurs-là, sans aucune stratégie de réduction du risque ou de remédiation. Enfin, comment protéger une donnée qu'on ne connaît pas? C'est toujours le chantier qui est le plus difficile. C'est pour ça que c'est important de comprendre la donnée, de la prioriser, de la classifier. C'est aussi pour ça que c'est important de faire une distinction entre les données chaudes, celles qui sont utilisées quotidiennement pour le travail des équipes, et puis celles qui sont totalement froides, qui représentent également des risques. Et en entreprise, et cette entreprise que je vous présente aujourd'hui n'a pas fait défaut à la moyenne qu'on constate depuis maintenant près de 20 ans en France et à l'international, cette entreprise possède plus de 90% de son patrimoine numérique qui va avoir des données qui ne sont totalement dormantes, inutilisées, stale. Ce chiffre-là, il est important parce qu'aujourd'hui, comment prendre des bonnes décisions et des décisions rationnelles sur la manière de sécuriser son système et la manière de sécuriser ses données, quand près de 90% des données ne sont pas accessibles, ne sont pas accédées par les équipes. Et donc là-dessus, encore une fois, c'est un prisme sur lequel on travaille et qui répond également aux enjeux réglementaires du régulateur. Derrière tout ça, finalement, il existe quand même des solutions. On en propose, on ne parle pas uniquement de solutions techniques. Hein. Au-delà des enjeux d'accompagnement, de formation, de transfert de compétences des équipes opérationnelles et des collaborateurs, la manière dont on a traité les risques que j'ai pu vous présenter juste avant, et dans le même contexte, sur le même client, finalement, ça a été par le fait de passer par une mise en place d'un audit continu des données, parce qu'encore une fois, protéger ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne maîtrise pas, ce qu'on n'audite pas, c'est pas possible. Et donc, on a commencé à auditer les données, à auditer des données aussi bien on-prem que sur le cloud, à auditer l'annuaire Active Directory, et puis à commencer à prioriser les chantiers autour de la classification de données. On n'impose pas le même dispositif de sécurité quand il s'agit d'une donnée qui est hautement sensible versus une donnée qui peut être publique et partagée en interne comme en externe. Et puis après, on a commencé à travailler sur des processus de remédiation plus ou moins automatiques visant à appliquer ce qu'on appelle la politique de moindre privilège, c'est finalement s'assurer que seulement les bonnes personnes aient accès aux bonnes données et d'éviter que la personne qui a fait 20 ans dans une entreprise, qui a changé de job peut-être 5 ou 6 fois au fur et à mesure de sa carrière, ait accès à 90% du patrimoine numérique de son entreprise. Je te laisse passer, Reda. Dans ce cas, ce qu'on a pu également mettre en évidence derrière les bénéfices et sous un timing qui est relativement court, hein, parce qu'on est sur une temporalité d'un trimestre de plus ou moins 90 jours et sur des informations qui ont pu permettre d'élever aussi le niveau de maturité de cette entreprise et de communiquer à un board de dirigeants et à un COMEX d'entreprise, c'est la capacité automatiquement d'aller remédier une posture sécurité et remédier des risques liés à l'exposition des données. Encore une fois, le postulat de départ, c'est de pouvoir maîtriser ce qu'on ne connaît pas, et donc pour ça, il faut l'auditer, il faut le classifier, il faut prioriser l'information dans des risques qui sont grandissants qu'on a évoqués juste avant, mais par la suite, à un moment donné, il faut pouvoir mener des actions qui sont correctrices, qui sont des actions de coup de poing et qui permettent de réduire ce risque drastiquement. Et ce risque, on l'a réduit sous plusieurs angles. Le premier angle, c'était évidemment de réduire les accès qui étaient beaucoup trop permissifs, qui étaient donnés sur un système d'information. Ça, c'est un angle qui est majeur. C'est beaucoup plus facile de faire cela une fois qu'on a un système qui est en place et qui permet d'aller sécuriser ces données-là. Et puis, bien évidemment, comment exfiltrer une donnée à laquelle on n'a pas accès, ce n'est pas possible, et donc ça limite également certains risques liés à la menace interne. Et puis enfin, très rapidement, mettre des systèmes de détection, il en existe de nombreux, que ce soit sur la partie périphérique, sur le périmètre, sur le réseau. Pour le coup, côté Varonis, notre angle de travail, c'est vraiment la donnée, c'est notre secteur de prédilection depuis maintenant près de 20 ans. Et c'est ce qui nous a permis également, à travers ces sondes de détection, d'aller détecter des comportements anormaux, des comportements déviants, des cyberattaques type ransomware, ou en l'occurrence des accès anormaux à de la donnée sensible. Voilà globalement comment on a priorisé ces chantiers. Encore une fois, l'objectif, c'est souvent d'être pragmatique dans la cybersécurité et c'est la manière dont on l'a abordé pour améliorer une posture sécurité, avoir un dispositif efficace. Merci à toutes et à tous pour votre attention
et puis au plaisir d'échanger plus longuement avec vous par la suite. Super, merci infiniment Jason. Et ouais, donc vous voyez, je dis à toute l'audience, on a eu une vue macro avec Bertrand, on a pu comprendre en regardant de très haut. Et là, on est rentré un tout petit peu plus dans le technique parce que la cybersécurité, c'est technique. Ça expliquera aussi pourquoi il y a autant de personnes qui ne rentrent pas dans ce niveau de détail parce qu'il faut de la technicité. Et c'est extrêmement donc, intéressant d'analyser et d'interpréter les datas qui ont été partagées. Donc, je suppose qu'on aura des questions autour de ça. Maintenant, on va passer la parole à Franck, d'accord, qui va un peu donc, regarder tout ça sous le prisme en fait de l'Afrique. Donc encore une fois, l'idée c'est que on a l'Europe et on a l'Afrique. Il y a des liens qui sont historiques et il y a les mêmes trends. Donc maintenant, il va nous dire un tout petit peu au niveau de la cybersécurité ce qu'il y a comme opportunité, mais aussi est-ce que la cybersécurité et les enjeux dont on est en train de parler concernent les entreprises africaines. Donc je te laisse la main, Franck. The floor is yours. Merci Reda, merci pour l'invitation. Bonjour à tous et à toutes. Donc comme précisé, donc je suis Francky et je vais essayer de vous présenter assez brièvement, mais en rentrant quand même sur pas mal de détails sur les particularités et les enjeux liés à la cybersécurité en Afrique, qui est un marché que je connais et que je commence à connaître plutôt bien. Donc en termes de particularités, il faut savoir que l'Afrique fait face à plusieurs enjeux spécifiques qui peuvent varier d'un pays à un autre en raison des différences économiques, technologiques et aussi politiques entre pays. Ce qu'il faut retenir principal comme enjeu majeur, c'est l'insuffisance des infrastructures technologiques malgré le développement exponentiel de la cybercriminalité. Et on se rend compte donc que dans de nombreuses régions d'Afrique, les infrastructures technologiques adéquates sont sous-développées, ce qui rend assez difficile la mise en place de mesures de sécurité efficaces. Un autre point essentiel qu'il ne faut pas négliger, c'est l'insuffisance de formation et parfois l'inadéquation entre l'offre et la demande en matière de formation en cybersécurité, mais aussi le manque de sensibilisation qui demeure des défis importants. Et donc, les compétences, au final, dans ce domaine sont assez limitées. Et les réglementations apportées sont parfois soit en cours de développement, soit en cours de mise à jour, ce qui peut rendre l'Afrique un peu plus vulnérable face aux attaques et aux activités cybercriminelles. Je pense qu'on peut passer à la prochaine slide. Merci, Anna. Donc, dans ce contexte, on remarque qu'il y a une augmentation exponentielle des cyberattaques en Afrique qui est de plus en plus connectée. Et donc, le corollaire de ça, c'est l'explosion de la demande du secteur public et privé dans un contexte où l'Afrique enregistre chaque année des pertes estimées à environ 4 milliards de dollars. Il devient donc assez primordial pour ces institutions-là de se protéger face à la diversification des attaques qui peuvent leur porter des préjudices financiers, juridiques et réputationnels de plus en plus importants. Et donc, cela crée de facto des opportunités pour des acteurs qui voudraient se positionner sur ce marché-là, notamment dans les domaines du conseil en protection et conformité des données, mais aussi pour des solutions plus techniques, mais qui sont adaptées aux défis locaux, à l'analyse et à la restitution des données, mais aussi à la sécurité des infrastructures, qu'elles soient critiques ou non, mais aussi à la formation spécialisée des cadres, mais pas que. Et donc, aujourd'hui, on remarque qu'il y a un boom et une croissance assez importante qui est attendue du marché de la cybersécurité au Moyen-Orient en Afrique, qui a été évalué à peu près 6 milliards de dollars en 2018 et qui devrait atteindre à peu près 17 milliards d'ici 2026. Je pense qu'on peut passer à la prochaine slide.
Et donc aujourd'hui, pour quelques conseils que je pourrais prodiguer de mon point de vue de professionnel évoluant sur le continent, pour naviguer dans le paysage de la cybersécurité africain, ça serait pour moi tout d'abord de prendre en compte les différentes particularités et enjeux spécifiques à chaque région et même à chaque pays. Donc la diversité des cultures, des langues, des infrastructures et des réalités socio-économiques doivent être absolument prises en compte pour chaque acteur qui aurait l'intention de s'installer sur le continent. Je pense qu'il est important aussi de comprendre les lois et réglementations en vigueur dans chaque pays afin de se conformer aux exigences locales. Je sais que ce que je dis peut paraître évident, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que malheureusement, on parle souvent de l'Afrique comme un ensemble compact, si je peux le dire comme ça, alors qu'il s'agit en réalité de 54 pays avec 6 ou 7 sous-régions, avec à l'intérieur de ces sous-régions des acteurs et des pays qui sont peut-être un peu plus forts et à une position assez dominante par rapport aux autres. Donc voilà, il faut prendre en compte vraiment tout ce contexte socio-économique et géopolitique quand on souhaite travailler et s'impliquer sur le continent. Je pense qu'il est très important aussi de pouvoir développer, proposer des solutions adaptées aux besoins locaux. J'ai travaillé, par exemple, il n'y a pas très longtemps, sur un appel d'offres où il y avait une entreprise du secteur public en Afrique de l'Ouest qui souhaitait acquérir des solutions pour renforcer sa sécurité. Je reste assez vague à dessein. Et donc, on avait fait appel à un prestataire nord-américain qui avait une solution qui était extrêmement développée, donc qui sur le marché nord-américain fonctionnait très bien, mais qui malheureusement, même si c'était une solution qui était bien, qui était super, était en guillemets un peu trop en avance ou ne répondait pas en fait aux critères du marché local. Donc c'est important de se dire aussi que voilà, il faut venir avec des solutions qui sont adaptées. Ce n'est pas forcément parce qu'on a la meilleure solution ou qu'on a la solution la plus développée ou la plus avancée sur le marché que celle-ci conviendra forcément aux besoins du marché sur lequel on veut s'impliquer. Je pense qu'il y a aussi l'importance des partenariats où il faut collaborer, je pense, avec des entreprises locales, des institutions locales pour mieux comprendre les besoins. Je pense qu'il ne faut pas aussi avoir honte, entre guillemets, d'être un relais ou un sous-traitant de ce partenaire local qui, lui, peut-être a déjà une position forte et dominante sur le marché et qui peut-être a juste besoin d'une solution en particulier que vous pourriez lui apporter. Donc voilà, je pense qu'il faut aborder aussi cet aspect-là avec beaucoup d'humilité dans la façon dont on construit et on établit ces relations sur le continent. Et voilà, comme je disais, enfin, donc les solutions adaptées aux particularités régionales avec un focus qui, je pense, doit être mis sur toute la partie formation, des cadres, sensibilisation, pour pouvoir essayer de faire face et combler au déficit sur le marché. Donc voilà un peu ma présentation. Merci encore Reda et à tous mes compagnonnistes pour l'opportunité et je reste ouvert bien sûr s'il y a des questions. Merci infiniment Franck. Et oui, évidemment qu'il va y avoir énormément de questions. On a à peu près une quinzaine de minutes pour poser les questions. Je vais t'en poser une et rebondir directement avant d'arrêter le partage d'écran et de regarder les questions qui ont été posées pour rebondir sur ce que tu dis. Plus tard que hier, effectivement, j'étais avec le vice-président qui était en visite pour la première fois en Côte d'Ivoire d'un gros éditeur de solutions et qui est venu nous visiter. Et tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, c'était la première fois qu'il mettait le pied en Afrique. Et il me disait que jusqu'à sa visite en Côte d'Ivoire, pour lui qui est basé à Dubaï, l'Afrique, c'était un pays.
C'est-à-dire que pour lui, l'Afrique, c'est un pays. Et donc, du coup, sur un classeur Excel où il regardait uniquement en fait la contribution du continent par rapport à ce qu'il faisait en Europe ou aux États-Unis, il n'avait absolument aucune idée. Et les décisions qu'il prenait pour la Côte d'Ivoire étaient les mêmes qu'il prenait pour le Maroc ou pour l'Afrique du Sud, etc. Et donc, c'est quelque chose qui, effectivement, est très à propos dans l'industrie dans laquelle on travaille, mais que ce soit dans la cybersécurité ou dans d'autres, en fait, domaines, c'est que, en fait, ces éditeurs ou ces constructeurs voient l'Afrique comme un continent. Mais maintenant, pour être très concret, parce que tu as énormément parlé de ça, toi qui as lancé justement le Cyber Africa Forum, qui a quand même mis tous les acteurs donc ensemble, que ce soit les éditeurs, que ce soit les spécialistes de l'industrie ou les clients finaux, comment vois-tu en fait ce changement? Est-ce que sur l'évolution, tu vois une réelle prise de conscience de l'importance en termes d'opportunités que peut apporter l'Afrique dans cette industrie? Est-ce que tu vois que non, ça reste au même niveau et qu'il n'y a pas d'évolution? Comment concrètement, parce que tu as donné donc des exemples, mais tu restais un peu vague, est-ce que concrètement tu vois ces évolutions-là et comment tu vois les choses aussi avancer dans les années à venir? Alors, je le vois très clairement. Je te remercie pour la question. Je le vois très clairement et cela s'explique par plusieurs facteurs. Le premier facteur, déjà, c'est le nombre de sollicitations et de demandes qu'on reçoit d'éditeurs, d'entreprises ou de professionnels qui souhaitent venir participer à l'événement pour présenter leurs solutions. Donc, entre la première année en 2021 et celle qu'on commence déjà là pour la prochaine en 2024, on voit très clairement le boom qu'il y a eu à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui cherchent à pénétrer et à s'installer sur le continent, mais qui ne savent pas forcément comment faire ou par quels moyens le faire. Et donc, le Cyber Africa Forum est aujourd'hui cette plateforme-là qui le permet. Je suis d'ailleurs très heureux, comme je le disais dans mon post LinkedIn, de retrouver Bertrand de Kaspersky et Jason de Varonis, qui sont deux partenaires historiques de notre événement et que je remercie encore de nouveau pour la confiance. Et donc, au-delà d'eux, il y a de plus en plus d'entreprises qui cherchent à venir s'implanter sur le continent. Le deuxième sujet, c'est par rapport à le nombre de participants. Donc, entre la première année où on était un événement très local / entre guillemets sous-régional, et cette année et l'année prochaine déjà, avec les préinscriptions, on remarque qu'il y a des participants d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient et même d'Amérique du Nord et d'Asie du Sud-Est, voire même d'Océanie. On se rend compte qu'il y a effectivement un vrai engouement et une vraie propension à vouloir découvrir le marché africain, à vouloir savoir ce qui se passe, à savoir qui sont les acteurs, à savoir comment le pénétrer. Et donc, pour moi, tout ça, ça ne peut faire que me dire que ce marché-là est en pleine expansion, est en pleine évolution, compte tenu du fait qu'il y a une digitalisation de plus en plus importante dans les différents pays africains. Je pense même que ça se traduit dans le secteur public même par la dénomination que certaines institutions portent. Au Bénin, c'est le ministère de la digitalisation. En Côte d'Ivoire, c'était le ministère de la communication et de l'économie numérique. Maintenant, c'est celui de la transition numérique et de la digitalisation. Donc voilà, je pense que ce sont des points qui montrent que ce soit au niveau du secteur public ou bien au niveau du secteur privé, on va vers de plus en plus de digitalisation, donc vers de plus en plus de risques, parce que cette digitalisation-là est accompagnée de certains risques, mais donc d'opportunités aussi pour des acteurs du secteur de pouvoir s'implanter, de pouvoir accompagner et sécuriser cette transition-là. Ok, merci infiniment, Franck. Donc, ce que tu nous dis, c'est que le trend est vraiment en train de se développer et que plus que jamais, en fait, tu commences à avoir toi-même sur la visibilité en fait que tu as sur la traction des partenaires. Tu as vraiment des éditeurs et des entrepreneurs du monde entier qui commencent à s'intéresser à ce continent-là. Et effectivement, d'ailleurs, pour ce que tu dis de Bertrand et de Jason, effectivement, sur le continent africain, ce sont
deux éditeurs. Et donc, je pense qu'à un moment donné aussi, c'est une question de leadership. Hein. Donc, ce sont des personnes qui sont très, très portées sur l'impact qu'il peut y avoir en Afrique, qui sont attachées à ce continent-là. Et je comprends aussi, je ne savais même pas qu'ils étaient acteurs de ce que tu essaies de développer. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je les ai invités. Il y a un travail qui a à faire à la fois en Europe et à la fois en Afrique pour pouvoir avoir un impact. Et donc, par rapport à ce que tu dis, moi, ça m'amène à deux questions que je lis, mais que je vais poser à Bertrand et à Jason. Je vais commencer par Bertrand, puisque c'est lui qui avait pris la parole au début. Donc, Bertrand, tu sais, tu nous as fait une présentation, tu nous as donné l'exemple de Saint-Gobain, d'accord? Et donc, qui apparemment a été attaqué. Et donc, selon les chiffres qui sont publics, tu as dit de mémoire qu'ils avaient estimé le coût autour de 400 millions de dollars. Et donc, si tu veux, si je suis dans l'audience et que je suis un entrepreneur ou que je suis dans un ministère, parce qu'on a pas mal de gens donc, du secteur privé et du secteur public, je peux être amené à dire, et donc après, c'est ce que je poserai aussi à Jason, tu peux amener à me dire, ouais, mais moi, ça ne me concerne pas, tu vois, parce que Saint-Gobain, c'est immense, c'est beaucoup d'usines, etc. Comment tu pourrais, en fait, est-ce que tu as des exemples concrets, mais si tu veux, à échelle PME, c'est-à-dire pour un entrepreneur, pour une PME, tu vois, est-ce que tu as des exemples justement où il y a eu des conséquences très importantes, ou peut-être dans ton vécu, ça peut ne pas être public, tu vois, des choses que tu as vues, et que les gens prennent conscience que ce ne sont pas que des chiffres, parce qu'on a parlé beaucoup de milliards, de millions, etc., tu vois, mais j'aimerais bien que l'audience comprenne que ça concerne tout le monde. Alors, ça concerne tout le monde, Reda. Alors, dans mon expérience, oui, j'ai un souvenir un peu émouvant. Il y a 8 ans, j'étais sur le plateau avec les commerciaux. On reçoit un appel d'un homme qui était limite en pleurs. C'était une boîte d'une centaine de collaborateurs dans le transport française, pas client, mais qui nous appelait en disant, voilà, je me suis fait chiffrer toutes mes machines, j'ai plus rien. Aidez-moi. Et on n'a rien pu faire. Parce qu'à partir du moment où une machine est chiffrée, on ne dispose pas de la clé de déchiffrement. C'est trop tard. Donc l'impact, il est humain d'abord parce que on a une forme de détresse. Alors je ne suis pas psychologue, hein, mais on a une forme de détresse quand on a ce genre de comportement au téléphone. On sait que derrière, c'est des gens qui sont au chômage. C'est une destruction de valeur, c'est une destruction d'entreprise. C'est des salariés, une boîte qui est détruite. Mais ça, je l'ai vécu au téléphone. C'est assez particulier. C'est des entités gouvernementales. Par exemple, alors il y a un cas, j'ai plus tous les éléments en tête, mais je crois qu'il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans, la mairie d'Angers a pris un ransomware qui a détruit une partie de son système d'information. Ils n'ont pas remonté tous les services informatiques, encore 2 ans après, disponibles pour leurs administrés. Donc, ça n'a pas entre guillemets, une valorisation économique, si ce n'est que pour l'administré, il n'a plus droit aux services légitimes qu'il est en droit d'attendre de la part de sa mairie, de son administration. Donc, ça va le handicaper dans son quotidien. Donc, c'est des exemples, je dirais, un peu plus concrets, où là, on va mettre un peu plus d'humanité que simplement un chiffre en milliards ou en millions d'euros. Mais c'est une réalité de ce qui peut se passer quand on a une attaque. On parlait de destruction, par exemple, de propriété intellectuelle. Il peut y avoir des petites entreprises qui ont une super idée, vont créer un produit, vont créer quelque chose. Demain, ils se le font pirater. Là aussi, c'est toute l'essence de l'entreprise, tout l'argent qui a pu être mis en investissement par les fondateurs qui va partir en fumée. Donc, voilà, on peut parler de très grands groupes et en effet, les chiffres sont très éloquents et ça fait très peur, etc. Mais dans le quotidien, in fine, une entreprise qui est impactée, il ne faut pas oublier, hein, c'est des êtres humains, des hommes et des femmes qui sont impactés directement. Aussi simple que ça.
Bah, écoute, moi je trouve que ton exemple il est ultra intéressant et il parle énormément. Et donc, oui, c'est ce qu'il faut aussi que l'audience comprenne. C'est qu'on on parle de gros chiffres, on parle de multinationales, d'industrie, etc. Mais l'exemple que Bertrand vient de donner, c'est un exemple qui est concret et ça concerne des PME. Et c'est pas uniquement aux autres que ça arrive. C'est ça qui est extrêmement intéressant. En Côte d'Ivoire, ici, nous, en tout cas, au niveau de high-tech, on a effectivement vu de nombreuses entreprises qu'on connaît qui se sont fait hacker, ficher, etc. Et l'exemple que Bertrand y donne, et il est chez Kaspersky, donc il est chez des spécialistes, quand il a reçu le coup de téléphone, c'était trop tard. La clé était, l'ordi, il était chiffré, c'était trop tard. Donc, ce n'est pas quand l'accident arrive qu'il faut réagir, c'est avant. Et donc, Et si je puis rajouter, oui. Si je peux rajouter quelque chose, Reda. Oui, bien sûr. La question aujourd'hui pour vous, entreprise ou administration ou autre, la question n'est pas de savoir si vous allez hacker ou pirater, appelez-le comme vous voulez. La question, c'est pas ça. Vous serez ciblé. Vous aurez une attaque contre votre système d'information. Vous en aurez même plusieurs fois par jour. La question, c'est comment on se protège? Comme l'a dit Jason, comment on va contrôler ce que l'on a comme données, comment on va les hiérarchiser, quelle importance on va leur donner, quel dispositif on va mettre en place et comment on va gouverner l'ensemble. À partir de là, vous aurez une capacité à mieux résister à une attaque. Mais vous serez attaqué, quelle que soit votre taille, quel que soit votre secteur d'activité, que vous soyez public ou privé, aujourd'hui, vous serez attaqué. C'est très intéressant. Ça m'amène à la question que je vais poser à Jason, justement, donc en synthétisant un peu tout ce que l'audience est en train de poser. Donc, Jason, tu vois, en restant sur le prisme, parce qu'on a nous tous très bien expliqué, je pense, ce qui se passe au niveau macro, et donc on est resté sur des chiffres qui sont importants. Mais pour être très concret, parce que la majorité de l'audience qui est là, comme je dis, c'est des PME, voire un peu des PME grandes entreprises. On a quelqu'un donc du groupe, il y a 2-3 personnes de grands groupes, etc. aussi qui sont connectées. Mais moi, j'aimerais bien que tu nous dises, tu sais, quand tu nous as parlé des 98% de données obsolètes dans ton slide où il y avait toutes les datas et tout, concrètement, c'est-à-dire pour être très concret avec un exemple concret de ce que tu as pu voir, tu vois, de quoi tu es en train de nous parler, quel est le risque réel, pourquoi c'est un risque et quelles peuvent être les conséquences. Mais si tu peux vraiment être concret avec des exemples que tu as vécu toi aussi dans ta vie d'expert en cybersécurité. Ouais. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça fait quasiment 10 ans que je suis chez Varonis et 10 ans qu'on fait ces exercices-là toutes les semaines, tous les jours et qu'on accompagne entreprises, organisations de très petite taille, donc vraiment orientées TPE jusqu'à des très grosses tailles. Et donc là, on est dans les exemples, en effet, des multinationales. Le risque lié à la donnée à travers son usage ou son non-usage, il est vraiment de pouvoir d'une part la qualifier, parce qu'on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas et donc c'est important de la qualifier et en effet de mettre les bons dispositifs derrière, mais surtout de pouvoir aller détecter finalement dans un système qui est de plus en plus hétérogène avec des approches multi-cloud, des approches on-prem, avec des interconnexions avec les partenaires, comprendre l'information qu'on met à disposition de ses collaborateurs, comprendre l'information et la criticité de l'information qu'on met à disposition de ses clients et être en capacité finalement vraiment de pouvoir aller détecter quand on a une déviation de comportement ou un comportement anormal. Et pour donner 2-3 exemples très concrets qu'on observe assez régulièrement, et malheureusement un peu trop régulièrement, on a une équipe de CERT et une équipe de réponse à incidents chez Varonis qui accompagne nos clients et nos prospects dans des phases de crise. Et ce qu'on observe très souvent, c'est des systèmes d'information qui sont compromis et qui visent à targeter des données. Donc là, c'est vraiment le standard de l'attaque ransomware. Et donc, pour le coup, limiter l'impact d'une cyberattaque, limiter l'impact de la propagation d'une donnée et être en capacité de détecter des fuites d'informations avant que l'information soit en dehors de l'entreprise et non contrôlée et exfiltrée, c'est le premier point. On voit également des scénarios qui sont revenus sur le devant de la scène, la fraude au président,
notamment. Ça fait partie des scénarios qu'on voit. Et également dans les TPE, PME, c'est peut-être les plus ciblés par ce type de fraude parce que les mécanismes de contrôle sont peut-être un petit peu différents et donc qui visent finalement à aller exfiltrer, à récupérer du contexte et à aller exfiltrer la bonne information pour aller derrière la monétiser d'une part et puis demander derrière des virements ou des opérations financières frauduleuses. Ça, c'est typiquement des scénarios d'attaques et de menaces qu'on voit assez régulièrement. Et donc, dans un système d'information qui grossit, dans une volumétrie d'information qui grossit de manière exponentielle, encore une fois, l'enjeu de la qualification, de la rationalisation et de la gouvernance est clé. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on observe, nous, tous les jours, dans des infrastructures qui sont de plus en plus, encore une fois, hétérogènes, de plus en plus difficiles à auditer, de plus en plus avec l'émergence du shadow IT et ce type de thématiques qui font que la donnée, elle est rarement maîtrisée en entreprise et l'objectif, c'est vraiment de reprendre le contrôle. Ok, merci infiniment, Jason. On va bientôt terminer puisqu'on est déjà à 1h04. On va prendre 5 minutes. Je vais poser juste une question. Donc, je ne sais pas, un d'entre vous répond, celui qui se sent donc le plus à l'aise. Parce que je vais synthétiser. J'ai vu sur le chat là qu'il y avait, je ne vais pas le citer, mais quelqu'un donc qui est donc au niveau de ministériel et en charge d'un gros de la défense du pays sur certains secteurs. Et je vois des questions en fait qui ont été posées par un spécialiste de la cybersécurité. Et je vais essayer de joindre les deux. Et la question que je pourrais poser, c'est aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique, d'accord, et donc avec l'expérience que vous avez donc sur le continent, mais aussi ce qui a été fait peut-être de bien en Europe, quelles en fait recommandations, donc de manière très succincte, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais sur les grandes lignes, quelles recommandations on pourrait faire justement à tous ces personnes du domaine public pour implémenter les stratégies de cybersécurité, mais au niveau national, parce qu'à un moment donné, on a toutes ces guerres. Aujourd'hui, les guerres ne se font plus réellement avec des armes à feu, mais les guerres, ce sont des guerres de la cybersécurité. Et donc, il y a des enjeux qui sont des enjeux de protection nationale, d'accord? Et donc, l'Afrique est déjà très en retard sur le domaine militaire. Bon, on ne va pas rentrer dans ces discussions-là, mais quels conseils vous pourriez donner, en fait, pour implémenter les politiques de cybersécurité au niveau national pour qu'on soit capable aujourd'hui en Afrique de se protéger au même titre que d'autres continents se protègent. Donc, je sais que c'est une question où on pourrait rester des heures, mais très brièvement, je ne sais pas si quelqu'un peut donner ces recommandations-là ou a quelque chose à dire sur le sujet. Et ça fait, je pense, aussi le lien pour les entreprises privées avec ce que tu disais, Reda. J'ai vu une question qui est assez intéressante sur comment convaincre son board de dirigeants, son COMEX à investir dans la cybersécurité. Absolument. Il y a peut-être un point sur lequel je pense qu'on doit tous être assez alignés, c'est le pragmatisme. Aujourd'hui, sans parler de solutions de manière totalement agnostique, quand il s'agit d'investissement en cybersécurité, que ce soit pour protéger un système gouvernemental, une institution ou une entreprise privée, il faut être pragmatique. Il faut y aller étape par étape. Aujourd'hui, il y a plein d'abats qui existent et sur lesquels on pourrait revenir pendant des heures sur le pourcentage d'investissement dans la cyber par rapport à un budget IT ou par rapport à un chiffre d'affaires. L'investissement en cybersécurité doit passer évidemment par un investissement qui est financier. L'humain ne pourra pas tout faire. Ça doit vraiment être une combinaison pragmatique entre la sensibilisation des employés, qui est un travail qui est un travail de tous les jours, et l'investissement financier avec des outils et des solutions, et qui doit être pragmatique. On ne peut pas mettre toutes les solutions d'un coup, ça ne sert à rien de superposer les couches. Et donc là-dessus, il faut faire des analyses de gap pour comprendre le risque, le prioriser, et mettre en face évidemment les dispositifs humains, techniques et financiers. Et c'est, je pense, la meilleure façon de convaincre un board d'entreprise. Je rejoins Jason totalement sur son analyse. Je dirais que la formation continue est aussi quelque chose d'absolument fondamental, pas seulement sur l'aspect purement technique de la connaissance des solutions implémentées, mais également dans la connaissance de ce qu'est la cyber. Il y a plein de formations qui existent et je suis persuadé qu'en Afrique, il y a des universités où il y a des centres de formation qui vont aller là-dessus. Il faut encourager aussi, je pense, et ça, nous on le voit en Europe, je pense à la France en particulier, on a un énorme travail nous-mêmes à faire aujourd'hui
aujourd'hui pour mieux vendre la cybersécurité aux jeunes et particulièrement aux jeunes femmes. 11% seulement des acteurs cyber d'un point de vue purement technique en France sont des femmes. Alors, on a un vivier, on a des viviers de gens qui vont avoir des prismes d'analyse différents et qui peuvent aussi amener des compétences bien formées justement dans les entreprises ou dans les administrations. Donc, il y a plein de choses à faire, mais la formation, aussi bien au niveau universitaire, la formation continue au sein des entreprises ou au sein des administrations est absolument vitale. Et comme le dit Jason, c'est pas en disant tiens, on met le paquet tout de suite, en achetant plein de solutions, en se formant tout de suite. Non, c'est un processus continu, auditable, révisable, upgradable, et ça prend, c'est constant. Ça, voilà, c'est pas en disant on va mettre X millions sur la table. Non, c'est quelque chose qui doit se faire dans la durée, absolument. Et pour répondre aussi à une autre question, comment le vendre à un board? Oui, l'environnement réglementaire va être extrêmement important. Et c'est là où, en effet, moi, ce que je vois actuellement, c'est qu'il y a tout un tas de pays qui sont en train de monter leurs agences nationales de cybersécurité. Alors, certes, ça démarre, mais il y a aujourd'hui des liens. Je sais, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec une agence française. Ils me disent, on discute avec des agences en Afrique. Donc, il y a des liens entre le vieux continent et l'Afrique. Donc, on va avoir des synergies, on va avoir des échanges d'informations, on va avoir des structurations qui vont être communes, et ça va vous permettre justement au gouvernement d'exiger des entreprises de bien se structurer, aux entreprises d'avoir des outils qui leur permettent de mieux se structurer en interne, et donc de vendre à leur board le fait qu'ils investissent sur l'humain, sur les technologies. Merci beaucoup Bertrand. Franck, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant que je vous donne à chacun le mot de la fin sur le sujet? Donc apparemment, Franck n'a rien à ajouter dessus. Donc merci infiniment. Je vous laisse la parole pour le mot de la fin avant de conclure. Jason, si tu as un dernier partage à faire, après Bertrand, et si Franck a quelque chose à ajouter, et puis je clorai la session. Donc Jason. Simplement un grand merci pour l'invitation, Reda, et merci à toutes et celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. C'était un plaisir d'être avec vous. Entièrement partagé. Désolé Reda, en fait, si je veux rajouter quelque chose, mais j'avais un petit souci avec mon micro. Vas-y, hein, vas-y et tu fais ton mot de la fin. Oui, non, mais effectivement, donc je pense que mes co-panélistes ont plutôt bien résumé la situation. Et moi, je pense que il y a plusieurs aspects. Il y a effectivement cet aspect de diversité et d'inclusion au niveau des jeunes et au niveau des femmes qui a été évoqué, qui pour moi est extrêmement important, qui sont des initiatives qu'on couvre aussi au sein du Cyber Africa Forum. Je pense qu'il y a cet aspect de formation qui est extrêmement pour moi important, cet aspect de sensibilisation aussi, que ce soit à l'intérieur des entreprises, mais aussi au niveau du grand public. Et puis, cet aspect d'investissement dans les solutions qui sont adaptées, en ayant des structures de gouvernance aussi. On parlait tout de suite des ANSSI qui sont adaptées au contexte et aux réalités locales et qui ne sont pas juste des copier-coller entre guillemets de ce qui peut se faire ou peut se voir ailleurs, tout en maintenant à l'esprit, et j'ai beaucoup aimé cette phrase-là, que la cybersécurité, c'est un processus d'amélioration et de maintien en condition continue, qui est adaptable, qui est upgradable, qui est révisable et qui doit toujours et en tout temps être pris en compte par les différentes organisations. Donc merci encore en tout cas pour l'invitation. J'ai pris beaucoup de plaisir à participer à ce webinaire et merci à tous pour votre attention. Merci Franck. Bertrand? Merci pour cette invitation, c'est enrichissant. J'ai découvert l'Afrique depuis maintenant 3 ans que j'ai pris ces fonctions au sein de Kaspersky. C'est un continent divers, enrichissant, et sur lequel la cybersécurité est un marché absolument exceptionnel et sur lequel, voilà, n'ayez pas peur, foncez, c'est bourré d'opportunités et vous allez voir, on peut faire des choses magnifiques tous ensemble. Merci infiniment. Moi, je vais clore. Je vais remercier les 3 experts qui nous ont rejoints. Ce que je tiens à dire, c'est que je connais ces 3 personnes à titre personnel et effectivement professionnellement. Et ce sont 3 très belles personnes. Vous voyez, on est aujourd'hui sur une discussion et un webinaire académique. C'est universitaire, c'est au nom de l'IFG. J'ai fait appel à eux pour partager.
ils sont venus, ils ont répondu immédiatement présent. Et je tiens quand même à les remercier parce que dans un monde qui bouge, dans un monde où il y a beaucoup de difficultés, chacun est amené à donc résoudre des challenges et des défis. Pour ma part, j'estime que le vrai leadership, à un moment donné, ce n'est pas être là uniquement quand il y a des hauts. C'est quand il y a des hauts, quand il y a des bas, c'est s'intéresser, c'est partager, c'est accepter de donner sans nécessairement en fait attendre quelque chose en retour. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment que c'est quelque chose qu'ils font de manière bénévole. Ils sont venus, ils ont préparé des slides. Vous voyez, on a pris les choses très au sérieux et c'est très encourageant. C'est pas toujours facile d'impacter. C'est pas toujours facile en fait dans ce monde-là de se rendre compte qu'on peut donner sans attendre quelque chose en retour. Et je les remercie. Je les remercie et je les remercie sincèrement. J'ai pris aussi énormément de plaisir à les écouter, à partager. On est tous dans la même dynamique. Dans un monde où il y a la guerre, il y a le feu, il y a la haine, ben, à un moment donné, on s'assoit tous ensemble et on va essayer de prôner la paix, la diplomatie pour un monde plus sain. On ne pourra pas changer tout, mais on pourra changer au moins les personnes qui nous écoutent et les personnes qui sont autour de nous. Je remercie toutes les personnes qui sont venues pour partager. On a tous compris. La cybersécurité, il y a des enjeux, il y a des opportunités et on sera amené à rediscuter dans les semaines et dans les mois à venir. Merci Jason, merci Reda, Franck, merci Bertrand. excuse-moi, si tu me permets juste un petit dernier mot. Moi, je tenais juste à remercier aussi IFG Éducation. Merci infiniment à eux. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais depuis l'année dernière, c'est un partenaire du Cyber Africa Forum aussi. Donc, je pense qu'ils sont très impliqués aussi dans tous ces enjeux de formation, de sensibilisation, avec une empreinte et la volonté justement de le faire depuis le continent. Je pense que c'est louable. Il n'y en a pas beaucoup d'institutions qui le font. Donc, je tenais en tout cas à les remercier de façon appuyée encore en ce mot de fin. C'est super, Franck. Tu vois, c'est pour ça aussi que je les ai rejoints parce que, comme tu le dis, en fait, moi, j'estime qu'on doit aujourd'hui, en tant qu'Africains, collaborer, travailler avec des entreprises et des éditeurs qui essayent de comprendre l'Afrique non pas comme un continent, comme un seul pays, mais comme un continent composé de plusieurs cultures, les spécificités, etc. Et donc, l'IFG le fait. C'est pour ça qu'il y a IFG Afrique. C'est pour ça que je les ai rejoints. Mais aussi, vous, toi, tu travailles localement en Afrique. Bertrand, Dieu seul sait qu'il se bat au quotidien. Et comme il a dit, il a rejoint depuis 3 ans l'Afrique pour comprendre les spécificités de l'Afrique, ce que tout le monde ne fait pas. Donc, je te remercie d'avoir souligné cela. Merci à chacun d'entre vous et à très, très bientôt. Au revoir. Ciao.